La raison d'être des ESH, la raison d'être, c'est évidemment une démarche à la fois très actuelle, que l'on va vous détailler dans quelques instants, mais c'est aussi quelque chose de relativement ancien. Et ça va peut-être en surprendre quelques-uns d'entre vous, mais on peut retrouver des traces de la raison d'être des ESH dès le 19e siècle. C'est ce que va nous expliquer Yuri Carbonnier, qui va venir nous rejoindre. Yuri Carbonnier, sous vos applaudissements parce qu'il est timide, vous allez vous mettre au pupitre. Il est professeur d'histoire à l'université d'Arras. Il est l'auteur de « Les premiers logements sociaux en France à la documentation française ». Et on a pensé que c'était utile que vous veniez finalement remettre cette question de la raison d'être dans un continuum historique. Vous n'avez pas plus de 15 minutes. Oui, on m'a même dit 10. Ah ben alors même 5. J'étais en train de me dire que j'allais faire 5, mais je ne crois pas en être capable. Alors je suis là en effet pour essayer de remettre dans une longue durée historique cette idée de la raison d'être des ESH. Et ça va peut-être vous surprendre. Mais je crois que ce qui va être annoncé juste après, donc cette raison d'être qui est le clou du spectacle, pour reprendre les termes d'Olivier Delagarde, eh bien, on peut la faire remonter à presque 170 ans. Je dirais même que dans une semaine, ça fera 168 ans. Alors, pas qu'on a créé une raison d'être, mais le 30 juin 1853, à Mulhouse, les membres de la Société industrielle de Mulhouse créaient une société spécifique, la Société mulhousienne des cités ouvrières, pour le logement des ouvriers. Et en fait, quand on regarde ce qu'est une raison d'être, parce que je me suis un peu renseigné quand même avant de venir, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est « ce qui manquerait au monde si elle n'existait pas ». Et précisément, la création de la Somco en 1853, c'est parce qu'il y avait un manque. Il y avait un manque de logements décents pour les ouvriers, dont le nombre augmentait de façon très importante du fait du développement industriel de la France. Et donc on peut dire que les ESH, qui évidemment ne s'appellent absolument pas comme ça à l'époque, sont nés au milieu du 19e siècle et qu'elles sont nées qu'elles ont créé les racines de ce qu'est la raison d'être des ESH aujourd'hui. Alors, quelles étaient les grandes nouveautés de la Somco, donc la Société mulhousienne des cités ouvrières? Son objectif premier, vous l'avez compris, c'était d'offrir aux ouvriers de Mulhouse et de ses environs des logements salubres et à bon marché et proches de leur lieu de travail. Vous voyez, ça fait écho à un certain nombre de choses qui ont été évoquées précédemment. Et puis, il y a aussi un certain nombre de nouveautés en termes d'organisation, de management, comme on dit aujourd'hui, qui sont promises à une longue postérité. Par exemple, la mise en œuvre d'un système de location-acquisition qui permet de fixer les ouvriers, c'était ça l'objectif premier, mais c'est une chose qui se pratique encore dans les ESH aujourd'hui, et qui permet aussi un meilleur retour sur investissement puisqu'elle décharge progressivement la société de l'entretien de ces logements et ça lui permet de réinvestir dans de nouvelles maisons. Vous avez là la première cité ouvrière de Mulhouse. Vous voyez que c'était sur une assez grande échelle que les choses avaient été prévues. Alors ça me permet aussi d'évoquer le principe architectural, qui est lui aussi assez durablement adopté. Alors c'est un logement qui est d'abord un logement familial, individuel, groupé par 4 ou en ligne, mais toujours avec un jardin. Ça, c'est très important. Et l'autonomie des maisons est également importante, puisque, bien entendu, à une époque qui ne connaît pas la copropriété telle que nous la concevons aujourd'hui, eh bien, il serait impossible de pratiquer la location-acquisition dans des immeubles avec plusieurs logements. Alors, je ne m'étends pas sur ces aspects. Deuxième étape, si je peux dire, c'est 45 ans plus tard, pour faire un compte rond, après le coup d'arrêt qui a été donné à ce premier mouvement par la guerre franco-prussienne en 1870, eh bien, c'est en 1889, au sein en fait de l'exposition universelle de Paris, la création de la Société française des habitations à bon marché, la Société française des HBM, qui en fait est l'ancêtre direct de la fédération des ESH finalement. Alors cette création, je vous ai mis ici quel était son objectif premier, encourager dans toute la France la construction par les particuliers, les industriels ou les sociétés locales de maisons salubres et à bon marché ou l'amélioration des logements existants.
Je crois que vous vous y retrouverez assez bien dans cette idée de départ. Et j'attire votre attention sur autre chose, c'est que désormais, il n'est plus question de logement ouvrier. On a élargi le spectre des personnes qui sont destinataires de ces actions. Et donc, on est dans un système qui tend vers ce que nous appelons aujourd'hui du logement social. Et puis, vous voyez aussi qu'il s'agit de mettre en avant tous ceux qui vont contribuer à cela. Alors, la société française des HBM ne construit rien. Elle s'interdit même de construire. En revanche, elle fournit des plans, elle fournit des modèles d'actes de société, elle fournit également des modèles de baux, et puis elle lance des concours, elle décerne des prix, et vous avez là à l'écran la médaille de la Société française des HBM, qui représente la famille ouvrière heureuse, donc c'est l'objectif ultime, j'allais dire, de cette société. Et quel est le moyen principal qu'elle utilise? C'est la publication tous les trimestres du bulletin de la SFHBM, qui est une véritable mine pour la connaissance de la pratique de cette époque-là et pour les créations des premières ESH, je vais les appeler comme ça, même si c'est totalement anachronique, mais c'est finalement de cela qu'il s'agit. Troisième élément, ce sont les grands principes de ces sociétés d'HBM. Alors, je vous ai mis ici une phrase qui a été prononcée par Léon Say, économiste et homme politique français, à l'issue de l'exposition universelle de Paris, de 1889 toujours. Vous voyez que, je ne la lis pas, je vous laisse méditer en la lisant à l'écran, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'est absolument pas question d'avoir quelque chose qui soit assisté. On ne fait pas de la charité, on veut que ça soit rentable. Et donc, c'est là aussi un des aspects intéressants, c'est que dès cette époque-là, on crée des sociétés qui, tout en venant en aide aux personnes qui sont les plus modestes, en tirent un profit réel. Alors un profit, certes, qui doit être encadré. Il ne s'agit absolument pas de faire du profit à tout va, vous le savez bien, c'est toujours votre philosophie actuellement. La diapositive suivante vous montre les grands principes. Alors, les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires qui sont plafonnés à 4% du capital, ça, c'est quelque chose qui arrive dès la période mulhousienne, donc c'est dès 1853 que ce principe est mis en œuvre. La mise en œuvre, d'ailleurs, va même en deçà, puisque c'est rarement 4% qui sont reversés aux actionnaires, c'est parfois 3, 2,5%, et puis parfois les actionnaires acceptent, pendant un certain nombre d'années, de ne pas recevoir de dividendes. Évidemment, pour pouvoir arriver à cela, puisqu'il y a des dépenses qui sont difficilement compressibles, eh bien, il faut resserrer les dépenses pour avoir également, deuxième élément, des loyers qui sont plafonnés à 8% du prix de revient. Là aussi, il est évident que si vous avez des loyers qui sont trop élevés, vous n'avez pas la possibilité d'attirer les personnes ciblées. Pour vous donner un élément de comparaison, à l'époque, dans le marché libre, disons, du logement, les loyers, c'est 16 à 20% du prix de revient, de façon tout à fait classique. Voilà. Alors évidemment, ça pose la question aussi de la durée de l'amortissement, puisque l'amortissement doit être prévu dans ce loyer plafonné, et donc de la durée qu'il faut pour acquérir ces maisons, puisque la SFHBM encourage la location-acquisition. Troisième point, c'est la réduction des coûts de construction et d'entretien. C'est évident que si on veut arriver à ces résultats financiers, il faut resserrer partout, comme moi j'essaie de resserrer du point de vue de la durée de mon intervention. Et donc pour ça, il faut bâtir solide et durable. Alors durable, évidemment, n'est pas pris ici dans l'acception actuelle du terme. On n'est pas du tout dans cette optique-là à l'époque. Mais durable, ça veut dire que ce sont des bâtiments qui sont amenés à durer dans le temps et donc à ne pas être soumis à des restaurations, à des travaux réguliers. Donc on bâtit avec des matériaux qui vont être de qualité,
qui vont être pris localement, si possible. Alors là, je vous ai mis quand même quelques beaux exemples. Hein. Tout n'est pas de cette qualité-là, mais tout de même, vous voyez qu'il y a de la brique. La brique, c'est pratique parce que on trouve de la terre glaise à peu près partout. Ça se fabrique en très grande quantité, donc on réduit les coûts de fabrication et donc les coûts de construction lorsqu'on l'utilise. C'est la même chose pour la tuile mécanique qui se développe à cette époque-là et qui va couvrir tous les toits de ces logements. Vous voyez aussi sur l'image en haut à droite la poutre métallique qui sert de linteau à la fenêtre. Eh bien, là aussi, on remplace le bois par le métal parce que c'est plus durable et parce qu'on a là aussi des entreprises qui peuvent fournir des choses en métal, des poutres en métal qui sont beaucoup moins onéreuses. Et puis, vous avez remarqué sur ces images, c'est une des raisons pour lesquelles je les ai choisies, parmi de très nombreuses à ma disposition, qu'il y a aussi une volonté d'apport esthétique. Puisqu'il s'agit aussi d'une forme d'éducation de la classe ouvrière, comme disent certains textes de l'époque, et puis une façon aussi de dire aux habitants qu'on ne les loge pas dans quelque chose qui est au rabais, dans des logements de seconde zone. On est là dans des logements qui ont une valeur esthétique et donc qui donnent une certaine forme de fierté aux habitants qui y sont. Alors, finalement, les HBM, ce sont des laboratoires de pratiques de construction, de pratiques innovantes, qu'on retrouve aussi, on le verra sur la diapo suivante, en matière de salubrité, puisque là où l'habitat traditionnel ne s'y attache pas beaucoup, et ce également dans l'habitat bourgeois, eh bien, les sociétés d'HBM sont très attentives à la salubrité, avec des systèmes de circulation de l'air, des systèmes de chauffage, des cuisines dans chaque logement, ce qui à l'époque est tout à fait exceptionnel. Hein. Vous en avez un exemple sur la photographie de gauche, dans laquelle je vous fais remarquer au passage qu'il y a un robinet au-dessus de l'évier, et ça c'est le dernier point, c'est l'arrivée progressive de l'eau dans les logements. Alors là, on est au début du XXe siècle, on est à Paris, et donc on est arrivé au maximum de ce progrès. Et puis, je vous ai mis sur la droite un contrat d'achat de pompes qui a été passé par la société caladoise des HBM, il y a peut-être des représentants de son descendant actuel, qui est Beaujolais Val-de-Saône Habitat, qui m'avait très gentiment accueilli il y a quelques années, et donc j'avais pu récupérer ceci grâce à eux. Alors, en conclusion, si je regarde maintenant les 5 composantes de la raison d'être, eh bien, j'arrive à leur trouver des racines historiques qui remontent souvent au milieu du XIXe siècle. La première, c'est entreprendre ensemble et avoir un modèle rentable et équilibré. Bon, je ne m'attarde pas, vous l'aurez compris, c'était ça dès le départ. Il fallait faire rentable, mais aussi équilibré. Un habitat abordable pour des individus aux ressources modestes. Eh bien, ça, évidemment, c'est à l'origine aussi au milieu du XIXe siècle. Entreprendre pour une vie meilleure, c'est-à-dire donner des logements de qualité, des logements harmonieux qui soient adaptés aux besoins des locataires. Eh bien, c'était déjà là dans ces premières sociétés d'HBM. Entreprendre pour une société durable. Alors là, je reviens sur la différence, évidemment. On n'a pas cet aspect-là au XIXe siècle, ça n'aurait pas de sens. On évoquait tout à l'heure le problème que posent les énergies fossiles. Bon, évidemment, à l'époque, on était en plein boom des énergies fossiles, précisément. Les aspects écologiques n'apparaissent donc pas. Mais finalement, quand on regarde un petit peu les choses, eh bien, on retrouve des éléments d'économie pour le chauffage, pour l'eau, pour les matériaux, qui finalement vont dans ce sens-là. Alors, on pourrait dire que c'est un peu fortuit, qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais là encore, je vois une racine ancienne. Et puis enfin, entreprendre pour une société solidaire et humaine, eh bien, c'est évidemment la lucrativité limitée, les bénéfices qui sont réalloués à la construction et à la réhabilitation, le plafonnement des loyers, tous éléments que je vous ai montrés ici dès l'origine au XIXe siècle. Et puis, dans une certaine mesure, c'est la mixité sociale qui est visible dans un certain nombre de réalisations. Je n'ai pas le temps, évidemment, de le développer, mais dans certaines de ces créations, eh bien, on a la volonté dès le départ de mixer des ouvriers et d'autres catégories de population. Donc finalement, vous voyez que
eh bien, tout cela remonte à, non pas 168 ans, parce que visiblement, j'ai eu un problème de calcul. 1853, c'était il y a 128 ans, bien sûr. Donc, on enlève 50 ans, mais ça n'enlève rien, toutefois, à l'ancienneté de ce que nous allons maintenant vous présenter, donc la raison d'être des ESH qui existent et dont on peut presque fêter l'anniversaire, puisque c'était dans une semaine pour Mulhouse. Si à vous, Yuri Carbonnier, donc professeur d'histoire à l'université d'Arras.